Baba était souvent présenté comme l'homme le plus riche de l'Afrique francophone. Il roulait sur l'or et ses affaires étaient très florissantes. Ce très respectueux homme d'affaires camerounais n'avait pas eu la même chance dans sa vie familiale. Il avait perdu la femme de ses rêves lors d'un accouchement difficile. En effet, après plusieurs années d'attente, Bélibi, la femme avec laquelle il avait lancé et fructifié ses affaires, l'avait quitté en donnant la vie à Paula, leur unique fils. L'arrivée de Paula avait effacé les blessures de Baba, mais il continuait de se questionner si Paula pouvait gérer les affaires lorsqu'il ne serait plus de ce monde. Ce questionnement venait du fait que Paula était autiste et que sa condition n'était pas toujours comprise même dans sa famille. C'est donc avec beaucoup de joie qu'il s'était lancé dans une nouvelle relation avec son médecin personnel. Kwaku, son médecin personnel, était une très belle femme. Fille d'un autre homme d'affaires, elle était retournée au pays exercer après sa formation et son perfectionnement en Europe. Elle le suivait depuis 15 ans maintenant et Baba avait été très heureux de l'épouser 5 années plus tôt. Il était très heureux que sa nouvelle compagne lui donne des coups de main dans le suivi des affaires. Elle était beaucoup impliquée et voulait être au courant de tout, contrairement à la première épouse. Il y avait juste deux choses qui venaient troubler légèrement ce bonheur. La première, c'était le fait que la nouvelle épouse n'arrivait pas encore à lui donner un enfant, et la deuxième était liée au fait que les deux ne s'entendaient pas sur le sort du terrain qu'il avait au centre-ville. En effet, il avait une parcelle de terrain très bien située dans la capitale, au centre-ville, qui était convoitée par les politiciens et les hommes d'affaires. Alors que Baba n'était pas prêt à s'en débarrasser, Kwaku lui mettait de la pression pour qu'il vende ce terrain. Il se racontait que Baba avait enterré le gris-gris qui permettait à ses affaires de fructifier dans ce terrain et que c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas vendre. D'ailleurs, il était connu de tous que Baba était membre de la confrérie des investisseurs solidaires. Une secte qui permettait, disait-on, d'assurer une protection de ses affaires. Il se racontait que Baba avait vendu sa première épouse et la santé de son unique enfant pour se garantir des affaires prospères. La raison du refus de vendre ce terrain était pourtant ailleurs. Bien que Baba était effectivement membre de la secte des investisseurs solidaires, il n'avait jamais oublié que c'est son ancienne épouse avec qui il avait fait fructifier les affaires qui avait acheté ce terrain dans le but d'y construire un centre culturel et une église. Baba nourrissait donc toujours le rêve de pouvoir un jour y réaliser la volonté de sa femme. Voilà que malheureusement, sa santé avait considérablement décliné depuis le soir de la fête d'anniversaire des 15 ans de son fils. Baba se sentait un peu faible et commençait à s'inquiéter de devoir laisser ses affaires pour un moment alors qu'il était en pleine expansion en Afrique du Sud. Sa conjointe et médecin personnel l'avait examiné et n'était pas inquiète du tout. Un soir, après une fête bien arrosée, le père de Kwaku avait laissé couler quelques indiscrétions. Il envisageait bientôt de construire un hôtel sur le terrain que Baba refusait de vendre depuis. Sa fille le lui avait confirmé. Cette information arriva rapidement dans les oreilles du président de la confrérie qui était le principal ami de Baba. Le président de la confrérie activa ses contacts dans le renseignement et fit un résumé de la situation à Baba. C'est alors que Baba découvrit que sa nouvelle femme ne l'avait jamais aimé. Elle s'était mise avec lui uniquement à la demande de son père qui souhaitait avoir une main mise sur ses affaires. Il y avait même des soupçons qu'elle avait peut-être quelque chose à voir avec le décès en couche de la première épouse de Baba. Le plus grave, c'est lorsqu'on informa Baba qu'il était atteint d'un cancer et était en phase terminale. Sa nouvelle femme, qui était son médecin, l'ayant découvert, le lui avait caché et avait commencé à prendre des dispositions pour la gestion des biens puisqu'elle savait qu'il allait mourir d'un moment à l'autre. Sa conjointe s'était gardée de lui faire un enfant puisque son plan était de rapatrier rapidement ses biens à son père et de retourner vivre en Occident. Baba avait donc compris sur le tard qu'il vivait avec une vipère. Sans rien laisser transparaître, il avait réuni sa famille et son notaire à l'insu de Kwaku, sa femme, et avait souligné qu'il souhaitait être enterré dans le terrain du centre-ville le jour où la mort toquerait à sa porte. Il voulait également que ce terrain ne soit pas vendu et revienne à son fils autiste. Quelques mois plus tard, le cancer avait eu raison de Baba et il avait quitté ce monde un samedi à 20h. La famille avait établi un projet de programme des obsèques et était allée discuter avec Kwaku, la veuve. Celle-ci avait rapidement balayé le programme du revers de la main et envoyé la famille de Baba balader. Kwaku mentionnait qu'il était hors de question de baisser la valeur d'un si beau terrain en allant y enterrer un cadavre. Kwaku fit sortir son propre programme qui prévoyait un enterrement dans le village du défunt, à 300 km de la capitale. Certains membres de la famille lui rappelèrent que son mari était membre d'une confrérie qui avait une force surnaturelle connue de tous et qu'elle ne pouvait aller contre sa volonté.
Kwaku opposait un non-recevoir à tout argument qui visait à la dissuader de réaliser son programme des obsèques. La famille se concerta et décida, face à l'entêtement de Kwaku, de lui abandonner les obsèques. Le jour du départ pour le village, Kwaku se retrouva donc seul avec sa famille et quelques-uns de ses amis à la morgue. Le corbillard et la délégation se mirent ensuite en route pour le village de Baba. Lorsque le groupe arriva au niveau du grand fleuve qui sépare la région de la capitale du reste du pays, le corbillard arrêta d'avancer. La dépouille fut transférée dans une autre auto, mais chaque fois que la dépouille était placée dans une auto, elle n'arrivait plus à enjamber le pont. Seule la marche arrière semblait fonctionner dans les voitures lorsque la dépouille était à bord. Lorsque les invités remarquèrent que les voitures fonctionnaient normalement lorsqu'on les orientait en direction de la capitale, ils comprirent qu'il y avait un gros souci avec le corps et beaucoup retournèrent sans attendre à la capitale. Kwaku paniqua et retourna avec la dépouille à la capitale. Elle se renseigna chez quelques personnes pour savoir ce qu'elle pouvait faire. Finalement, elle alla enterrer Baba au cimetière principal de la capitale. 6 mois après l'enterrement, Kwaku avait muté le terrain au nom de son père, et s'était associé avec d'anciens camarades de fac pour ouvrir sa clinique en Europe. Le père de Kwaku avait lancé son projet hôtelier sur le site. Lorsque les ouvriers avaient achevé de couler la dalle du 3e étage, quelque chose de bizarre arriva pendant la nuit du samedi suivant. En effet, à 20 heures précises, tout le bâtiment s'écroula, effrité comme s'il avait été construit sans ciment. Kwaku accusa l'amateurisme des ouvriers locaux et conseilla son père de confier le marché à une firme canadienne. L'entreprise canadienne démarra rapidement les travaux en réajustant légèrement les plans. Pendant ce temps, Kwaku avait achevé les préparatifs de son retour en Occident. Sa clinique était déjà fonctionnelle. C'est avec un pincement au cœur qu'elle monta dans l'avion pour son retour en Occident. Elle était contente de pouvoir y retourner pour être à son compte, mais en même temps se rendait compte que le pays allait lui manquer. Quelques minutes avant l'atterrissage de son avion à Charles de Gaulle en France, Kwaku avait commencé à délirer. Elle criait dans l'avion et déclarait fuir son mari qui la poursuivait avec une machette. À l'atterrissage, son cas s'était tellement empiré qu'elle fut directement conduite vers un centre psychiatrique où elle fut internée. Son père apprit la nouvelle de la pire des manières. On l'appela alors qu'il était sur le chantier pour constater les dégâts. La nuit précédente, l'immeuble en construction de son hôtel s'était une fois de plus écroulé, et cette fois-ci après la 4e dalle. Tout s'était écroulé comme la première fois. Les ingénieurs canadiens n'arrivaient pas à expliquer que l'immeuble s'écroule de la sorte. Le père de Kwaku, qui s'était rendu compte qu'il était en train de se ruiner et de perdre sa fille, probablement à cause de ce projet hôtelier, fit ramener sa fille au pays et alla vers des prêtres traditionnels demander conseil. Tous le conseillèrent de respecter la dernière volonté de Baba, d'aller exhumer le corps du cimetière et de remettre le terrain au fils de Baba. Il décida contre sa volonté de transférer le corps de Baba sur le terrain. Il aménagea un espace au coin à cet effet. Dès que les restes de Baba furent enterrés sur son terrain, Kwaku retrouva la santé. Elle invita son père à laisser tomber le terrain. Seulement celui-ci y avait déjà trop mis de l'argent pour laisser tomber. En plus, il voulait laisser son nom à cet hôtel pour la postérité. Il avait décidé de construire un mur pour cacher la tombe et de poursuivre le projet, quitte à y aller avec un bâtiment moins imposant. La nuit du jour où le mur fut construit, il se réveilla en sursaut. Il venait de faire un rêve terrible dans lequel Baba avait incendié une de ses autos et l'avait informé que la prochaine fois il allait incendier l'auto avec lui à l'intérieur. Lorsqu'il leva la tête, il vit qu'une de ses autos était en feu dans le cours. Qu'est-ce que ceci pouvait présager? Nous arrêtons cette histoire à ce niveau, en te demandant ce qu'elle t'inspire. As-tu déjà vécu des histoires mystiques en lien avec la succession ou le respect des dernières volontés? Merci de nous laisser tes commentaires. Abonne-toi si ce n'est encore le cas et surtout like et partage.